Voilà, bon alors je vais donc vous parler de faim, malnutrition, écologisme des pauvres. Et ceci, je vais commencer par une mise au point sur Gros-Lange. Vous ignorez peut-être, ou vous n'ignorez pas, que le 22 avril, c'est-à-dire demain, c'est la journée internationale de la terre nourricière, depuis 2009. Et cette journée internationale a été mise en place par l'ONU, par l'Assemblée générale de l'ONU, en 2009, hein, et avec des attendus que je vais dire très rapidement. D'une part, considérant que la Terre et ses écosystèmes sont notre foyer, et convaincu qu'afin de parvenir à un juste équilibre entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux des générations présentes et futures, il faut promouvoir l'harmonie avec la nature et la terre. D'autre part, sachant que ce terme, terre nourricière, illustre l'interdépendance existante entre l'être humain, les autres espèces vivantes et la planète à laquelle nous vivons tous, l'Assemblée générale de l'ONU, il y a donc maintenant 9 ans, a décidé de proclamer ce 22 avril, tous les ans, Journée internationale de la terre nourricière. Et vous voyez, ils ont mis une photo pour illustrer ça, une dame qui avance vers un avenir sur lequel on peut s'inquiéter parce qu'il pleut. Elle marche dans un champ de céréales moissonnées. Bon, c'est quelqu'un qui a probablement déjà un certain âge, donc qui illustre le fait que les femmes ont souvent joué, je dirais presque toujours joué un rôle important dans le développement des différentes agricultures. Alors, ceci donc, comme c'est demain le 22, je me suis dit qu'il ne fallait pas rater l'occasion de le rappeler. Donc, quels sont les objectifs de mon exposé? Donc, j'espère qu'il ne sera pas trop long. Donc, l'agriculture biologique, et en particulier notre manifestation actuelle, Gros-Lange Bio, c'est en accord avec les attendus de la Journée internationale de l'ONU. C'est comme si on l'avait fait exprès. Sauf que, quand l'ONU a déclaré sa journée internationale, ça faisait déjà 4 ans que Gros-Lange existait en termes Gros-Lange Bio. Ce qui veut dire que l'ONU a dû quelque part un peu copier sur Gros-Lange. C'est la conséquence logique. Donc les attendus, c'est répondre aux besoins de nourriture de l'humanité, mais en respectant la fine et fragile couche nourricière du globe. Parce qu'on vit sur un gros globe, mais il y en a un gros comme ça seulement, qui est vraiment nourricier. Au-delà, ça ne vous nourrit pas parce que vous êtes dans la stratosphère. En dessous, ça ne vous nourrit pas parce que vous trempez les pieds dans la lave. Voilà. Donc, il y en a pas, la couche nourricière de la Terre, c'est pas grand-chose. Alors, donc, ce que je souhaite dans cet exposé, c'est alimenter une prise de conscience dont j'ai vérifié tout à l'heure en discutant avec quelques-unes d'entre vous que vous l'aviez déjà d'ailleurs. Alors, disons que ça sera alimenter la prise de conscience. Et pour ça, j'ai présenté l'état des lieux de la faim au monde, les causes de cette faim et les pistes de solutions. Rien de ça. Je précise que tout ce que je fais là a été obtenu depuis quelques mois où je travaille sur ce problème en m'alimentant d'une quantité de publications dont je vous donnerai la liste si vous voulez. D'abord, un petit choc comme ça au passage. Toutes les 5 secondes, il y a quelque part dans le monde un enfant de moins de 10 ans qui meurt de faim. Depuis le début, tout à l'heure que je vous ai parlé, il y en a 15 qui sont décédés. C'est une phrase de Jean Zidler, qui était rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation entre 2000 et 2008, et qui a commis des livres dont je pourrais vous donner la liste. Alors d'abord un petit bilan. D'abord, c'est quoi la faim? Bon, on a souvent faim. On a faim, c'est des histoires d'hypoglycémie. C'est pas de cette faim-là qu'on parle. La faim, nous parle de l'ONU, qui a été obligé de définir de manière ou d'une autre ce que j'appellerais les faméliques, les gens qui ont faim. Hein, ces gens faméliques, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est défini par un critère qui est un critère énergétique pour l'ONU. C'est ce qui est le plus facile à, disons, pour faire un recensement. Critère énergétique, vous savez que chacun d'entre nous, on a besoin d'un certain nombre de calories par jour pour vivre. En gros, pour un adulte travaillant pas trop, c'est 2500 calories. Pour une femme, c'est un peu moins, je suis désolé pour les tenants d'égalité à tout prix, c'est 2000, à peu près 2000 calories par jour. Pour un enfant de 5 ans, c'est 1200, entre 1200 et 1500. Pour un travail de force, ça ira jusqu'à 3500. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour
dénombrer les faméliques. Et bien, ce que fait l'ONU, dans chaque pays, il regarde les habitants qu'il y a, la structure en âge, en sexe, etc. Il regarde les possibilités, ce qui peut être mis à disposition de cette masse humaine, et puis il va en déduire que vous êtes famélique ou vous n'êtes pas famélique, suivant que vous êtes au-dessus ou en dessous de cette moyenne par pays. Alors avec ça, c'est pas vraiment tout sur la faim, mais c'est déjà pas mal. Avec ça, combien d'humains ont-ils faim? Alors là, c'est pas des milliers, c'est pas des centaines de milliers, c'est des millions, 850, 950 millions. Ceci parce que l'appréciation, le jugement est quand même un peu flou. Il y a ce que les physiciens, dont je suis, appellent une erreur de mesure. Les erreurs de mesure, ça peut être à peu près 100 millions. Mais en gros, dites que ça fait 1 milliard d'individus qui ont faim, et vous serez dans la bonne fourchette. Quelle est l'évolution? Alors, on a pu avoir disons, des expériences sur cette évolution à condition de connaître ce qui se faisait avant. Alors, 1900, c'est à peu près l'époque où on a commencé à prendre en compte ces possibilités de mesurer la faim, d'une manière ou d'une autre. En 1900, il faut savoir que nous étions 1,8 milliard sur Terre, et qu'à ce moment-là, il y en avait déjà 900 millions qui souffraient de la faim. On dit que c'était surtout, à l'époque, il y avait des grands empires, c'était surtout les colonisés qui crevaient de faim et les colonisateurs qui avaient de quoi manger. Mais ça n'a pas été vérifié par des expertises scientifiques, et je reste à rester scientifique. Je souhaite rester scientifique. Alors depuis 1900, ce nombre de 900 millions, il se trouve que ça a baissé un petit peu. Il y a 10-15 ans, c'était plutôt 800 millions. Et puis ça a recru. Depuis une quinzaine d'années, ça remonte, ce chiffre. On peut dire que c'est donc à peu près constant. Il y a toujours 1 milliard d'individus qui sont faméliques. Pourtant, il y a eu une croissance de la population. Actuellement, on est à 7,5, ça change à tout moment. On est à 7,5 milliards d'individus sur Terre. Donc ça a fait, vous voyez, une croissance importante depuis le début du XXe siècle. Alors ça reste à peu près constant, et pourtant, il y a beaucoup de gens qui s'efforcent de faire baisser ce chiffre. D'abord, il y a toutes les ONG, il y a les organismes internationaux, l'ONU, avec sa branche qui s'occupe de nourriture, c'est-à-dire la FAO, qui est la Food and Agriculture Organization, c'est-à-dire l'organisation pour la nourriture et l'agriculture, et puis aussi les différents États qui tentent d'agir sur la situation. Donc malgré les actions de tout ce monde-là, ça reste à peu près constant. Pourquoi? Eh ben, c'est ce que je m'efforcerai de vous montrer tout à l'heure. Mais avant de vous montrer pourquoi, regardons d'abord qui sont les victimes, et ça va déjà être des pistes pour comprendre. Là, vous voyez, ça c'est un camembert, chose bien connue pour les gens qui sont les enfants. Enfin, n'y voyez aucun mauvais esprit là-dedans, c'est simplement parce que c'est la méthode de présentation qu'on utilise généralement. Alors, là, le camembert en question avait été fait pour 900 millions, 900 millions de faméliques. Là-dedans, ce que vous avez en bleu, en bas, ça fait à peu près 500 millions de personnes. 500 millions de personnes. C'est-à-dire 8 fois la population française. Là, ça correspond à des petits paysans dans des pays en voie de développement. Petits paysans, c'est-à-dire des gens qui ont 1 hectare, 2 hectares maximum, qui cultivent ça avec leur famille, qui s'en servent pour manger, qui en vendent une partie s'ils peuvent. Donc ça fait, disons, plus de la moitié des gens qui font partie de cette catégorie, 500 millions de gens, alors qu'en fait il y a 3 milliards d'individus sur Terre qui sont classés dans la catégorie des petits paysans. Ensuite, travailleurs sans terre, le suivant, c'est le rectangle orange. Ce sont les travailleurs sans terre de grandes exploitations. C'est dans les pays où le terrain a été acheté, soit par les gens du pays, soit par des fonds financiers internationaux, et qui font une exploitation agricole, donc qui embauchent, qui salarient un petit peu les gens. Alors des fois, ils les embauchent sur place. Quand sur place, ils n'en trouvent pas, ils vont en chercher dans des endroits où les gens sont encore plus pauvres. Par exemple, au Bangladesh. Il y a beaucoup de gens du Bangladesh qui travaillent sur des exploitations agricoles en Afrique, par exemple. Et alors là, évidemment, ils sont mal payés. Alors comme ils sont mal payés, ben, il y en a
il y en a un quart, il y en a un sur quatre qui souffrent de la faim. Autre catégorie, ceux qui sont verts, ça fait à peu près 100 millions d'individus, et les 100 millions de personnes, ça correspond à des gens qui sont des cueilleurs, des chasseurs, des pêcheurs dans des espaces collectifs non attribués. Par exemple, dans des forêts vierges ou près des côtes dans un certain nombre d'endroits. Il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas un propriétaire. Le terrain appartient en gros à l'État, machin chouette, et donc c'est ce qu'on appelle des espaces non attribués. Donc là-dedans, il y a 100 millions de personnes qui souffrent de la faim. Et puis la dernière part, violette, là, c'est aussi à peu près 100 millions. Ça, c'est ce qu'on s'attend, au début, quand on ne connaît pas le problème, on s'attend à trouver les gens là. C'est les bidonvilles, les favelas, les slums, enfin tous les endroits où il y a des gens, souvent des catégories précédentes, qui sont venus se réfugier parce qu'ils mouraient de faim. Donc ils sont réfugiés à proximité d'une ville, les fameux bidonvilles. On vous présente ça sur les médias, donc vous avez l'impression que là-dedans, c'est là que les gens meurent de faim. Ben, ils meurent moins de faim là-dessus que pour les autres. Donc ça fait 100 millions. Alors, donc, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a, dans tout ça, vous avez en gros 800 millions de personnes, c'est-à-dire plus de 80% qui vivent en milieu rural. On ne s'attendrait pas à ça. On ne s'attendrait pas à ce que les gens qui sont en contact direct avec la terre meurent de faim. Et bien c'est pourtant le cas. Ces résultats sont valables à peu de choses près. Alors, où est-ce qu'on les trouve? Alors, dans les régions concernées, bon, on connaît en général, en France, on parle souvent de l'Afrique subsaharienne. Évidemment, comme l'Afrique subsaharienne, on a des liens avec l'Afrique subsaharienne, où plus tard on était des colonisateurs, d'une certaine manière. Là, il y a seulement, en gros, 230 millions de personnes qui sont dans ces régions-là. Le gros du paquet, c'est l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. Alors, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, c'est l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, la Chine, l'Indonésie. Il y a aussi des gens qui meurent de faim en Amérique latine et Caraïbes. Il y en a au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Allez faire un saut en Syrie, si vous avez le temps, si vous avez le courage d'y aller. Voilà. Et puis, il y a aussi, chez nous, comme on dit, aux États-Unis, au Canada, en Europe, eh ben, il y a en tout à peu près 20-25 millions de gens qu'on peut identifier comme ne mangeant jamais leur faim. Quand je dis avoir la faim, c'est éprouver la faim en permanence. C'est pas un petit coup de faim parce qu'on a fait la fête une semaine auparavant et qu'on a voulu manger. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on va classer comme faim, c'est la faim en permanence. Donc voilà en gros où il se trouve. Alors, par exemple, une petite comparaison, puisque je vous ai montré le gros paquet de la Chine et l'Inde, je vous donne cette comparaison pour vous montrer que la politique suivie par les États peut changer dans l'évolution de la faim. Comparaison entre la Chine et l'Inde. La Chine et l'Inde, c'est à peu près gros pareil, c'est à peu près la même taille, c'est à peu près la même population. En 2020, ils auront tous, parce qu'il y en a qui va plus vite que ils auront tous 1,5 milliard d'individus en Chine, 1,5 milliard d'individus en Inde, et en 1970, ils étaient tous, il y avait en gros une personne sur deux qui souffrait de la faim, aussi bien en Chine qu'en Inde. Ça a évolué de manière différemment. Par exemple, la Chine, qui avait connu, grâce à Mao Tse-tung, un grand bond en avant, ça avait coûté 40 millions de morts. Vous savez, il avait collectivisé l'ensemble des terres. Alors depuis, il y a une politique efficace, la fameuse politique sur les naissances, dont on reparlera, et puis surtout, c'est ce qui a permis de sortir du marasme, une autoconsommation agricole conjuguée avec ce qu'on appelait la révolution verte, c'est-à-dire de nouvelles manières de cultiver le sol. Là, maintenant, il y avait 390 millions en 1970. En 2010, il n'y en a plus que 160 millions. Ils ont fait un très gros progrès. Les enfants en déficit pondéral, il y en a 8 millions, et ils étaient 24 millions en 1975. Vous voyez, on a des chiffres assez complets pour montrer cette amélioration très nette, sachant qu'en même temps, la population a cru de 64% en Chine. Donc, on dit pour
pour simplifier, on dit que les Chinois n'ont plus faim. Seul problème maintenant, c'est qu'ils deviennent obèses. Donc il y a un accroissement de l'obésité conjugué avec la diminution de la faim. Bon, l'Inde, alors ça, l'Inde, c'est la catastrophe pour le monde. Hein. Ils ont eu la révolution verte en 1960. Ça n'a pas marché parce qu'ils ont fait ça en accroissant les inégalités et en cultivant autre chose que de la consommation courante. Ils ont cultivé du coton. Voilà. Leur population s'accroît plus vite que les Chinois. Ils gagnent 28 millions par an, alors que les Chinois, ça n'est que 16 millions par an. Et actuellement, donc, en 2011, il y avait 62 millions d'enfants sous-alimentés, un enfant sur deux en Inde était sous-alimenté. Je vous signale au passage qu'à l'époque, il y en avait 160 millions d'enfants dans le monde. En 2016, j'ai récupéré des chiffres très récents, hein. En 2016, ils sont dans le monde 192 millions d'enfants de moins de 5 ans. Non, ceux-là, c'est pas de moins de 5 ans, c'est enfants plus adolescents, 192 millions. Et enfin, réjouissez-vous les jeunes, hein, vous n'êtes pas dans ces-là. Alors, on a de l'espoir en Inde parce qu'ils sont décidés à mettre en place des programmes d'alimentation des pauvres, etc. Mais ça reste quand même la honte, d'une certaine manière, la honte au niveau de l'humanité pour la faim. Bon, d'abord, je vous ai parlé de déficit énergétique. Il y a aussi ce qu'on appelle la malnutrition. Alors la malnutrition, pour les médecins, c'est pas la même chose que la faim. La malnutrition, c'est quand vous avez, dans ce que vous mangez, dans vos nutriments, vous avez un spectre qui correspond à ce qui n'est pas l'idéal pour les besoins de votre corps. Par exemple, vous manquez de vitamines, vous manquez de minéraux, vous manquez d'oligo-éléments, tout ça. Et tout ça, ça a des conséquences. Et d'après la FAO, toujours, l'ONU, il y a actuellement, sur les 7,5 milliards que nous sommes, il y a environ 2 milliards d'êtres humains qui ont des séquelles de malnutrition. Alors c'est quoi les séquelles? D'abord, il y a le retard de croissance des enfants qui sont sous-alimentés. Je vous donnais le chiffre, 160 millions en 2011, 192 millions en 2016, des mômes qui sont en retard de croissance. Et leur retard de croissance, ça va se traduire par des handicaps mentaux ou physiques qui va suivre tout au long de leur vie, à condition qu'ils vivent assez longtemps. Il y a ensuite donc, parmi la malnutrition, les handicaps physiques ou psychiques, dus à carence en vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. Voyez au passage l'iode qui est ici. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne des goitres, et ça vous donne du crétinisme. Alors, quand il dégoître, vous voyez en gros ce que c'est. Vous avez rencontré des gens qui avaient un goitre. Quand je dis crétinisme, vous pensez que je suis un peu péjoratif. Eh bien, pas du tout. Le crétinisme, c'est une maladie officielle reconnue par la faculté de médecine au XIXe siècle en France. Il y avait du crétinisme en France. Et on avait repéré que ces crétinismes, ils étaient plutôt dans les chaînes de montagne. Je cite la principale chaîne de montagne qui est les Alpes. Il y avait le crétin des Alpes. Quand vous traitez quelqu'un de crétin des Alpes, vous portez un diagnostic médical. C'est pas du tout une injure. Voilà. Mais, alors il y en a qui prétendent aussi que dans d'autres chaînes de montagne plus proches de nous, il y en avait aussi parce qu'il n'y avait pas d'iode. Donc il ne faut pas se moquer d'eux. Il ne faut pas se moquer d'eux, c'est simplement un problème de malnutrition au départ. Alors, parmi les effets, il y a la vulnérabilité devant les maladies infectieuses. Et alors, ce qui est tout à fait nouveau, ouais. Je vous interromps parce que j'ai entendu Jean Ziegler l'autre fois sur le média Écho de Lancelin. Il parlait d'une maladie, je ne me rappelle plus le nom. Mais les gosses, ça fait quoi? Ça finit par fort. Oui. Et donc les mamans leur cassent les dents parce qu'ils n'ouvrent plus la bouche. Alors il faut savoir que la maladie en question, qui est effectivement très, très fréquente, résulte d'une malnutrition au départ. C'est quand vous buvez le lait de votre mère, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a des protéines, des lipides, des glucides. Si vous interrompez l'alimentation et que vous passez cette alimentation-là et vous passez pour le gosse à une alimentation extérieure, il va manger ce que mangent ses parents ou des trucs divers, là il y a un déficit en termes de protéines
Et ça se traduit effectivement par cette maladie qui est assez abominable, où les enfants finissent d'ailleurs par mourir. Donc c'est un manque de protéines qui se produit à un moment critique de leur vie, quand les gosses ont quelques mois, il faut disons 10 mois ou 1 an, et qu'à ce moment-là, leur mère cesse de les nourrir parce que leur mère a un autre gosse. Donc ça, c'est une maladie effectivement qui est très évoluée et qui est abominable. Les enfants ont la tête toute rouge, ils ont le bas du visage dégonflé, avec des trucs qui coincent par là. Enfin, voilà, mais quand on rentre dans la description de tous ces mots, on finit par ne plus avoir vraiment de morale. Hein. Voilà, alors ce qu'il nous faut par rapport aux maladies, à ces maladies, c'est des pollutions. Il y a des éléments très récents, c'est des éléments qui datent de moins de mois que je vous reporte là. Est-ce qu'il y a des protéines? C'est le minéral de la région. Voilà, donc des éléments très récents. En 2015, il y a eu dans le monde 9 millions de décès par pollution. Et on découvre maintenant que depuis quelques années, il y a une croissance très très grande du nombre de décès par pollution, souvent dans ces mêmes pays qui sont les plus gros, simplement parce qu'on a exporté chez eux, on a délocalisé, comme disent les économistes, on a délocalisé nos industries, on a aussi délocalisé nos déchets. Donc, augmentation des décès par pollution. Et puis, je signale parmi les malnutritions, les pathologies qui sont d'origine alimentaire, diabète, obésité, c'est en plein développement. Pour les enfants et les ados jusqu'à 19 ans, il y en avait 11 millions en 1975, il y en a 125 millions en 2016. Merci Coca-Cola. C'est les boissons sucrées, on a adapté trop sucré, trop gras, etc. Donc voilà ce petit bilan. Bon, maintenant que j'ai fait le bilan, vous voyez, c'était rapide le bilan quand même. Les causes. Alors, il y a quand même 2 grandes causes. Il y a ce qu'on appelle les fins conjoncturelles et les fins structurelles. Que vous ayez l'une ou vous ayez l'autre, dans les 2 cas, vous avez faim et vous avez les mêmes problèmes. Mais savoir que c'est structurel ou culturel, conjoncturel, ça peut quand même avoir des conséquences. Les fins conjoncturelles, c'est ce qui résulte par exemple du climat. Vous avez un grand coup de sécheresse, une grosse chaleur comme aujourd'hui, on n'en est pas à la fin quand même. Vous avez des inondations, des cyclones, des nids de criquets, vous n'en avez jamais eu dans les Vosges, je crois. Des nids de criquets migrateurs qui vous ratissent tout un territoire. Et puis par contre, ce qu'on a, et ce qu'on a aussi connu dans nos pays occidentaux, c'est la famine comme arme de guerre, c'est conjoncturel. Au moment de la guerre, il y a toute une partie des gens qui ont faim, la guerre s'arrête, heureusement, et ils peuvent recommencer à manger. Voilà, donc c'est conjoncturel. Fin structurelle, alors celle-là, il faut la repérer, parce que là, il y a des choses à faire. La fin structurelle, c'est ce qui est dû à l'organisation des systèmes de production, de transport, de distribution et de consommation de la nourriture. Et on est plein dedans. Et là-dedans, dans cette fin structurelle, c'est là où il y a une grande importance de la politique des États. Un État qui veut peut sortir sa population de cette fin structurelle. Et puis, grande importance aussi du positionnement des entreprises multinationales de l'agroalimentaire dans un monde libéral. Vous m'en voudrez pas si je mets un peu en accusation le monde libéral dans lequel nous vivons. On pourra faire un débat après. Hein. Alors, donc dans ces 2 grandes catégories, les causes de la faim, il y a aussi les causes morales. Alors, causes morales, il y a d'abord l'indifférence des opinions publiques des pays riches devant la faim des autres. Ma foi, ils peuvent mourir ces gens-là, c'est loin, etc. C'est des petites gens, comment ils ont dit, des petites gens, je crois, des gens de peu. Voilà, des gens de peu, on a dit, je ne sais plus quelle responsable politique dernièrement. Alors il y a eu aussi, et ça c'est un peu plus réfléchi, la stigmatisation des pauvres par l'Occident depuis le milieu du Moyen-Âge.
environ, vers le XIIe, XIIIe siècle, a démarré en Europe une bourgeoisie commerçante, et la bourgeoisie commerçante a très vite considéré comme méprisables les gens qui n'étaient pas capables de travailler comme eux avec eux. Et ça, c'est le XIIe, XIIIe siècle. Pour ceux d'entre vous qui ont une culture chrétienne, je l'espère, je le souhaite, hein, je vous signale que 1212, c'était l'ordre de Claire d'Assise, hein, disons François d'Assise, c'est à ce moment-là. Comme tout à l'heure, on m'a présenté la nommé François en me disant c'est l'organisateur de la journée. Et là, non. Voilà. Donc les François, on vend en poupe. Hein. Il y a aussi le pape, qui est aussi un François. Voilà, donc ce qu'on appelle les franciscains se sont séparés d'une certaine manière à ce moment-là de la position dominante de bien d'autres de leurs collègues et on continue à continuer à soutenir, à valoriser, à considérer les pauvres comme quelqu'un d'égal aux autres. Alors il y a eu aussi, pour cette situation des pauvres, le développement des grands empires à la Renaissance, les grands empires occidentaux. Vous alliez coloniser la moitié de l'Afrique, la moitié de l'Asie, etc. Les gens de ce machin-là, c'était des gens de peu, des gens de rien, des moins que rien. On stigmatisait les gens qui ils étaient pauvres à ce moment-là. Mais on récupérait quand même leur donc ça, c'est l'époque où on a basculé. Alors, autre cause morale, le coût de la surpopulation. C'est vrai, 1,8 milliard en 1900, 2,8 milliards en 1950, 6,8 milliards en 2000, 9,8 milliards en 2050 si on continue comme ça. Il y en a probablement le faire. Dans ce cas-là, il y a un malthusianisme cynique que l'on voit apparaître. La France, que j'ai entendu un certain nombre de fois, ils font trop d'enfants. Et sous-entendu, les familles permettent de réguler tout ça. Il y a trop d'enfants, donc on meurt, donc ça régule. C'est-à-dire que la famine, c'est une forme de massacre des pauvres. Il y a des gens qui parlent de massacre des pauvres, totalement. Mais la famine, c'est un bon moyen de massacrer les pauvres, si vous voulez massacrer les pauvres, les affamés. Alors, ça, je voudrais revenir sur ce malthusianisme, parce que je voudrais mettre au point un petit truc, une petite mise au point. Lorsque Malthus a calculé sa loi de croissance exponentielle pour les femmes qui avaient 2,05 enfants par femme, il n'avait pas fait le calcul il n'avait pas fait son calcul en pensant à l'espérance de vie. La loi est exponentielle à condition que les gosses qui naissent arrivent jusqu'à l'âge de la puberté, jusqu'à l'âge de la reproduction. Là, petit à petit, c'est là. Mais en fait, si les enfants qui viennent au monde, et ma foi, ils ont une espérance de vie de 3 ou 4 ans, eh ben, il y en aura très peu qui arriveront jusqu'à l'âge de la reproduction. Donc, vous pouvez avoir 7 ou 10 enfants par femme. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que ça pouvait atteindre 12 ou 13 enfants, ou 15, plus. Hein. En France, il y a un 7,5. Hein. Ça, si, avec une grosse mortalité infantile, là, le nombre total d'individus sur Terre ne croissait pas. Parce qu'on n'abordait pas le début de la croissance exponentielle de Malthus. Donc, il y a un petit problème mathématique derrière, une petite escroquerie mathématique par rapport à ces choses. Alors, il faut quand même se dire une chose. Maintenant, il y a quand même les considérations écologiques qui interviennent. La terre nourricière ne peut fournir quand même qu'un certain nombre de trucs, ne peut pas tout fournir, et de la nourriture, et des minéraux, et donc, pour des raisons disons, de possibilité de la terre nourricière de progresser, il faut quand même qu'il n'y ait pas une explosion trop grande de la population. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un certain contrôle des naissances, une certaine manière de ne pas aller trop vite. Ouais. Dans la terre nourricière, vous comptez les océans? Pardon. Bien sûr. Quand vous dites la terre nourricière, est-ce que vous comptez les océans? Les océans? Oui. Ah ben, pour moi, oui. Enfin, mais par contre, je parlais d'une épaisseur très mince de terre. Dans les océans, il y a quand même de la vie qui descend, qui peut se créer, qui peut vivre. Un peu plus grand. Mais même si vous comptez 10 km, les fosses océaniques, 10 km par rapport à 6000 km de rayon terrestre, 10 par rapport à 6000, c'est pas grand-chose. Donc même les océans, c'est une toute petite couche. Hein. Voilà, donc je signe cet écologiste
qui est une autre vision actuelle que l'on a, qui relégitime d'une certaine manière une vision malthusianiste. Une vision malthusianiste étant il ne faut pas que la Terre fabrique plus d'humains que, finalement, on ne faut pas que l'humanité fabrique plus d'individus que la Terre ne puisse alimenter et nourrir. Pour des raisons qui sont cette fois-ci écologiques. Alors, troisième cause. Enfin, troisième toujours sur l'école de la fin. Imaginez que vous ayez plein de sous. Vous ah, non. Bon. Voilà, imaginez que vous ayez... Imaginez qu'en 1906, vous ayez placé de l'argent dans des bulles immobilières, par exemple. Crac, vous perdez vos sous, vous dites « Oh, c'est la crise ». Mais si vous en restez un petit peu, ce qui est en général le cas, vous allez les replacer où? Et bien, ce qu'on a observé depuis 2006-2008, c'est un gros investissement dans cette catégorie-là. Vous allez acheter des terres cultivables dans des pays du tiers-monde, et autant que possible, vous faites ça au moment où il y a des instabilités politiques dans le pays en question, parce que ça vous permet d'avoir beaucoup de terres pas chères. À la limite, s'il n'y a pas d'instabilité, vous arrangez pour en déclencher. Toujours des services secrets, tout. Voilà. Donc à ce moment-là, vous achetez, et quand je dis acheter des terres, on m'a donné des exemples de centaines de milliers d'hectares d'un coup. Il y a un fonds texan qui a acheté 300 milliers d'hectares d'un coup au Congo. Alors, à ce moment-là, vous allez acheter des terres à très bas prix. À ce moment-là, vous allez pouvoir appliquer un deuxième type de prédation, la prédation des travailleurs. Sur les terres que vous avez achetées pas chères, il y a des gens qui vivent, même ils ont un petit peu faim, d'accord, mais ils vivent, quoi. Vous allez les expulser, et vous allez mettre à la place des gens qui ont encore plus faim, qui sont encore moins riches. Par exemple, à la place c'est dans le cas du Congo, du Mali, vous allez à la place faire venir des gens du Bangladesh, qui eux crèvent vraiment de faim, donc ça vous fait des travailleurs pour pas cher. Donc ça vous fait toute une catégorie de travailleurs qui sont soumis à votre bon vouloir, c'est vous qui les nourrissez. Donc on appelait ça, il y a quelques siècles, on appelait ça l'esclavage. Donc là, vous fabriquez de l'esclave à bon marché sur des terres que vous avez achetées et sur lesquelles vous faites quoi? Et ben, on va voir tout à l'heure ce que vous faites. En général, vous ne faites pas des choses pour nourrir les gens qui sont là. Vous faites des choses pour nourrir les Occidentaux. Ou pour leur fabriquer des agrocarburants. Parce que nous, on consomme des carburants. Puis il y en a bientôt plus de pétrole. Donc on va fabriquer des agrocarburants, tout ça en utilisant des esclaves sur des terres qu'on a piquées à certains endroits. Je force des fois un peu le trait, mais enfin, pas. Troisième type de moyen de se faire de l'argent, la spéculation. Alors, le produit alimentaire, c'est le rêve pour un spéculateur. Pourquoi? Parce que quand on plante quelque chose, il y a une saison où ça pousse, il y a une saison où vous avez une production à un moment déterminé. Puis après, il n'y en a plus. Par contre, vous avez une consommation qui continue, parce que les gens qui mangeaient, ils continuent à manger. Donc, il y a des phases où vous avez des excès de consommation, et puis des moments où vous n'êtes pas en excès de consommation. Comment vous allez faire pour spéculer? Vous rachetez au moment où c'est pas cher ou il y en a beaucoup. Il faut avoir les entrepôts. Il faut quand même un minimum pour pouvoir spéculer. Vous avez les entrepôts. Les entrepôts, ça peut être des fois des cargos. D'ailleurs, on remplit un cargo de blé, on l'envoie. Le capitaine ne sait toujours pas où il va aller. Et puis un jour, vous lui envoyez un message, tiens, tu vas aborder à tel endroit. Donc vous faites monter, les prix montent, et quand les prix ont assez monté, ben, vous le revendez. Ça s'appelle de la spéculation. Donc le produit alimentaire, c'est super pour faire de la spéculation. Je ne suis pas sûr, tous les agriculteurs bio, en particulier que je connais, je vous garantis qu'ils ne font pas ça. Enfin, hein, les autres peut-être, mais les bio, non. Alors, donc voilà une des causes de la faim. Alors, il y a d'autres causes. Alors là, on va revenir presque chez nous, en France. Là. La spécialisation rationnelle des territoires. Vous savez,
ce qu'on appelle le taylorisme pour les industriels dans le temps. On affectait telle tâche à telle catégorie d'individus. Là, c'est les territoires. On va créer de grandes unités territoriales de monoculture. Alors, quand ça sera dans les pays pauvres, eh ben, on en profitera pour produire, par exemple, de la canne à sucre, par exemple, du palmier à huile. Hein, vous allez produire des denrées qui sont localement inutiles. Les gens sur place, les gens qui voudraient manger là, ils n'ont pas de quoi manger parce que ce qu'on fabrique, c'est pas du tout pour eux, c'est pour d'autres. C'est destiné à l'exportation vers les riches au mépris des petites cultures vivrières locales. Alors les riches, de leur côté, eh ben, ils font aussi, même chez nous, même en France, on fait de l'agriculture intensive. Et comment est-ce qu'on fait? On se fait, enfin, pas les petits agriculteurs bio, les autres. Il y a quelqu'un qui a fait des sorts. Hein. J'ai pas dit fait des sorts. Hein. Donc il y a ceux qui ne sont pas bio, qui se font subventionner. Ils vont fabriquer à tour de bras, par exemple, du blé dans le bassin parisien, à tour de bras. Ou du maïs, enfin des céréales. Et comme ils sont subventionnés, ils cassent les prix. Et vous avez des cargos de céréales qui partent de France et qui vont par exemple décharger à Dakar. Ben, un cargo de céréales de blé qui décharge à Dakar, il envoie dans les bidonvilles en même temps, par conséquence, des producteurs locaux qui ne peuvent pas produire du blé à ce prix-là, qui ne peuvent donc pas vendre leur culture. Donc tout le gros paquet des 500 millions de personnes dans les pays en voie de développement qui seraient des petits producteurs qui tirent leurs revenus de ce qu'ils pourraient vendre en excédent, ils ne peuvent pas vendre parce que au prix du blé qui arrive de chez nous, ils peuvent pas. Bon, vous voyez que j'ai dénoncé personne, non? Hein, j'ai dénoncé personne. Mais attention, je suis filmé en plus. Aïe aïe aïe. Il faudra me faire voir le film avant que je... Bon, alors je vous signale au passage qu'il y a un truc nouveau depuis quelques temps, c'est ce qu'on appelle l'écologisme des pauvres. Alors là, je vous en parle un tout petit peu parce que j'ai mis dans le titre mon exposé. Ce qu'on appelle l'écologisme des pauvres, c'est que dans un certain nombre de cas, il y a des conflits environnementaux pour l'affectation des territoires. Et ou bien les pauvres restent sur place et écologiquement l'environnement ne souffre pas trop, ou bien on expulse les pauvres et le territoire en question au niveau environnemental, il change complètement parce qu'il passe en agriculture intensive. Hein. C'est pour ça que j'ai mis pauvre et environnement, même combat pour ces cas. Exemple, l'industrie de la crevette. Vous savez, les crevettes qu'on paye 30 € le kilo, là, de Madagascar, qu'on paye dans les supermarchés 30 € le kilo, ça vient de mangroves. Les mangroves, c'est des milieux écologiques naturellement qui peuvent nourrir des gens, qui nourrissaient des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des industriels qui sont venus. Le FMI, de son côté, a dit à Madagascar, par exemple, vous êtes en dette, mais c'est pas un problème, mettez-vous à fabriquer de la crevette. Ils ont fabriqué de la crevette. En fabriquant de la crevette, ils nous ont nourri, parce qu'elles sont vachement bonnes, les crevettes de Madagascar. Je ne sais pas si elles sont très bonnes. Peut-être vous les boycottez déjà, vous. Ah oui, voilà. Donc vous voyez, même ici, hein, même à Roland, il y a des gens qui boycottent les crevettes de Madagascar. Hein, et je crois que vous avez un peu raison. Voilà, donc ça, c'est un cas de conflit écologique, de conflit environnemental, c'est ce qu'on appelle l'écologisme des pauvres. Les pauvres de là-bas peuvent légitimement dire, vous touchez à notre environnement, vous nous envoyez dans des bidonvilles, hein, et tout ça, pourquoi? L'autre exemple le plus connu, c'est aux Amériques, c'est aux États-Unis ou au Mexique, des tribus indiennes qui, bénéficiant d'un statut un peu privilégié, heureusement, réussissent à s'opposer aux mauvaises manières de l'industrie pétrolière qui voudrait alors les chasser de leur territoire pour sortir du pétrole. Alors là, il y a même de la justice environnementale qui se met en place et il y a des arguments écologiques des pauvres qui triomphent dans un certain nombre de cas. Bon, il faut savoir que tout n'est pas complètement perdu à condition d'avoir un droit environnemental. Bon, les causes de la faim, famine et conflit, ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. La famine de l'adversaire, c'est une arme de guerre redoutable. D'abord parce qu'il finira par craquer, il n'aura plus de morale, et il fuira, et en fuyant, il ira encombrer des territoires
qui peuvent, disons, en créant la zizanie dans d'autres territoires. Donc le blocus alimentaire, c'est la forme visible. Actuellement, le Yémen, tout le monde dit que c'est la catastrophe, c'est la famine du siècle, du 21e, parce qu'au 20e, il y en a eu des affreux. Alors, ça, c'est le blocus alimentaire. Il y a un autre blocus qui est plus perfide, c'est le blocus hydrique. Il n'y a pas infiniment d'eau sur la Terre. Et il n'y a pas non plus infiniment d'eau potable, d'eau qui puisse être consommée. Donc, si vous pouvez dominer un petit peu l'eau, vous pouvez éventuellement, disons, trouver un avantage sur les pollutions qui sont en aval par rapport à vous. Donc ça, c'est le blocus hydrique, c'est les guerres de l'eau. Actuellement, on est en plein dedans dans des pays comme l'Inde, la Chine, parce qu'il y a la fonte des glaciers de l'Himalaya. Il n'y a pas que dans les Vosges que les glaciers fondent, ou dans les Alpes, mais il y a aussi dans les mers. Et il y a des grands fleuves avec des milliards d'individus qui sont alimentés par ces grands fleuves. Si vous êtes en amont, vous pouvez mettre des barrages où vous voulez, et les barrages où vous voulez, vous pouvez après aller à la pêche à la ligne des bonnes manières des pays qui ont pu votre eau. Il y a actuellement des fleuves entiers qui n'arrivent plus jusqu'à la mer, même en Espagne. Alors, c'est ce qui se passe aussi dans des endroits, je crois, entre le Tigre et l'Euphrate. Vous savez, le Tigre et l'Euphrate, c'est l'Irak, hein, tout ça. Il y a derrière les conflits qu'il y a, il semblerait qu'il y ait aussi des guerres de l'eau qui seraient. Voilà. Et alors, il y a encore plus perfide que ce blocus hydrique, c'est le contrôle bien placé des nappes phréatiques. Je me suis laissé dire, et j'ai demandé confirmation par l'association France-Palestine Solidarité, je me suis laissé dire qu'un certain nombre de colonies israéliennes s'arrangeaient pour plonger, chercher dans les nappes phréatiques suffisamment profondes pour piquer l'eau des territoires palestiniens voisins. Donc ça, c'est une guerre hydrique par captation des nappes phréatiques des autres. Alors, jusqu'où c'est vrai, j'ai pas lu les choses de manière bien écrite, bien sûr, mais je crois que c'est vrai. Jusqu'où c'est vrai, la Palestine n'a plus aucun accès à l'eau naturelle. C'est vrai, hein? Ils ont juste l'eau de pluie qui récupère sur les toits dans les citernes. Et pour les autres, voilà. Donc c'est vrai. Non, c'était pas un problème. Il suffit de regarder où est placé le mur. Hein. Eh bien, en plus, le mur il est placé sur la ligne d'eau. Sur les lignes de. Non, sur la limite de partage des eaux. Sur les lignes de sur la ligne de la nappe phréatique. Ouais. Alors, donc c'est pas complètement délirant. Alors, alors, maintenant, l'évolution du climat. L'évolution du climat. Vous avez peut-être remarqué que le réchauffement climatique, c'est un fait réel. Pas seulement aujourd'hui à Relange, en moyenne, partout, c'est un fait réel, c'est pas un fantasme quelconque qui aurait été inventé. Les conséquences multiples, désertification, aridité, mais aussi inondation. Pourquoi inondation? Parce que quand l'eau débarque, eh ben, brutalement, vous pouvez avoir des énormes quantités d'eau, c'est très instable, d'énormes quantités d'eau, ravinement, vous embarquez la terre arable, ça c'est si vous avez de l'eau douce, et si vous êtes dans des estuaires, il y a la montée des eaux, parce qu'elle monte, l'eau des océans monte, et la grande majorité de l'humanité vit finalement à des altitudes faibles. Tous les grands deltas sont couverts de monde. Et bien, ces gens-là, il va falloir qu'ils s'en aillent. C'est-à-dire que déplacement massif de population, on va retomber sur le problème de l'immigration. Donc vous avez le choix entre ou bien vous déplacer, vous faites accueillir par un pays très accueillant comme le nôtre, ou bien vous mourrez de faim. À vous de choisir. Autre effet en termes de révolution énergétique, donc ce qu'on appelait la révolution verte. Alors ça c'est fantastique, ça a commencé à peu près vers 1960. On a mécanisé à outrance, ce qui permettait de vendre des tracteurs et de consommer du pétrole. On a
irriguer, à l'époque, il y avait plus peut-être de moyens d'irrigation que maintenant. On a mis de la chimie, si vous avez tourné les industries chimiques qui ne travaillaient plus parce qu'il n'y a plus la guerre. On a mis des pesticides, des insecticides. Résultat, appauvrissement des sols et de leur biodiversité. Je ne vous fais pas un schéma, tout le monde ici connaît ce problème d'appauvrissement des sols, conjugué avec ce qu'on appelle l'eutrophisation des fleuves. Parce que je prends la France. Le bassin parisien, on fait du céréal. Alors là, les céréales, on bousille les sols, donc on achète de la chimie, on achète de l'insecticide, on achète de l'herbicide, etc. Et puis à côté de ça, tout près de ça, il y a par exemple l'ouest de la France. Il y a beaucoup d'élevage. On dirait qu'il y en a aussi dans l'est. Bon, il y a beaucoup d'élevage. L'élevage en question, ma foi, il vendrait bien les extrants, c'est-à-dire la bouse de vache, il la vendrait bien aux agriculteurs du bassin parisien, mais les agriculteurs du bassin parisien, ils préfèrent avoir de la chimie, parce que là c'est bien, on leur garantit que c'est à tant de %, etc., et qu'ils auront, etc., racheté. Donc, ce qui fait que vous avez des effluents de l'industrie du bétail dans l'ouest qui s'écoulent dans les fleuves. Donc, eutrophisation des rivières, et puis aussi, comme ça déverse dans la mer, vous avez aussi des algues vertes qui apparaissent, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est... on pourra en parler longtemps. Alors, donc ça veut dire qu'en termes d'évolution, il y aura une évolution nécessaire de l'agriculture vers de nouvelles techniques. Là, c'est pas la peine que je vous convainque, vous êtes tous convaincus. Hein, je ne sais même pas si je peux vous faire des arguments, vous en avez des bien meilleurs que moi. Agriculture écologiquement intensive, oui, jusqu'où? L'agriculture sans labour, l'agroforesterie, etc. Mais pour développer ça en grand dans le monde, il faut déjà qu'il y ait une formation qui puisse se faire. Et puis aussi, il faut que vous n'ayez pas des entreprises chimiques ou des engrais, etc., qui vous tirent dans les pattes. Parce que si vous faites ça, vous allez créer la famine dans l'actionnariat des multinationales de l'agroalimentaire. Ce qui sera honteux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, maintenant qu'on a vu les causes, on a des pistes sérieuses pour agir contre la faim. On saurait quoi faire parce qu'on sait pourquoi il y a la faim. On saurait quoi faire. Les causes étaient politiques. Dans la liste des causes que je vous ai montrées, c'était des causes politiques. Les remèdes seront forcément politiques. Ils sont déjà politiques quand on peut les mettre en place. Il suffit de vouloir, il suffit de pouvoir, dans tous les niveaux, local, national, mondial. Et, règle d'or, il faut que les puissances politiques, les puissances publiques, c'est-à-dire les États, doivent être fortes devant les multinationales. Or, ce n'est pas la tendance. La tendance, c'est que les multinationales sont de plus en plus fortes et les États, on s'arrange pour couper les territoires en États plus petits quand ça ne va pas. Les petits États, ça défend moins que des gros ensembles. Donc, il faut faire passer le message, l'agroalimentaire n'est pas un marché comme les autres. Le produit agricole mis sur le marché n'obéit pas aux lois du marché auxquelles obéit par exemple une automobile ou un truc comme ça. C'est pas pareil, il y a la vie des bons hommes qui est accrochée. Alors, faut tirer expérience des nations qui ont réussi. Là, je cite le Brésil, parce que le président Lula, dont on dit beaucoup de mal actuellement, et on se demande d'où vient ce qu'on lui reproche, le président Lula, quand il est arrivé, a réussi à faire tomber d'un coup la malnutrition et les famines au Brésil. Qu'est-ce qu'il a fait? D'une part, il a orienté les productions agricoles vers de l'autoconsommation, et non pas toujours vers l'exportation. Et deuxième chose qu'il a faite, eh ben, il s'est arrangé pour que la population ne grimpe pas trop vite. Alors, ça veut dire quoi, population qui ne grimpe pas trop vite? Ça veut dire que les femmes seront armées pour avoir moins d'enfants si elles le désirent. Pour ça, développer l'instruction féminine, l'instruction des femmes, c'est pas simplement un fantasme de féministe, hein. C'est vraiment important. Et puis, deuxième chose, créer des systèmes de protection sociale qui font qu'une femme pauvre, on va terminer,
ne sera pas obligé d'avoir des enfants pour essayer de les envoyer bosser pour récupérer un peu d'argent, si elle a un système de protection sociale qui lui évite ça. Donc, les deux conditions sont des conditions qu'elle a appliquées. Lula, sur le plan de la famille, c'est extraordinaire, les effets très positifs qu'il y a eu sur le Brésil. Il fait par rapport à la carrière de Lula, je pense que quelqu'un a dû lui faire quelque chose qui n'était pas accepté. Voilà, et puis, ne pas oublier le problème hydrique qui actuellement est vraiment mondial. Il faudrait vraiment que ça soit pris en main au niveau mondial de manière plus forte que ça l'est actuellement, parce que c'est trop, c'est trop générateur de conflits. Autre piste, alors pour les pays riches, il faut lutter vraiment, et j'ai mis les premiers en gras, contre le réchauffement climatique. On n'a pas à dire, on peut consommer ce qu'on veut, parce que finalement, les Indiens, ils sont en train d'augmenter, etc. Non, nous, notre empreinte écologique est énorme. Donc, aller vers une consommation éco-responsable. Bravo pour le boycott des crevettes de Madagascar. Il y a d'autres choses qu'on peut boycotter aussi, mais je ne vais pas en faire la liste. Et puis, enfin, là je rejoins l'ONU, soutenir les États pauvres qui ont une politique de développement humain fondée sur la protection sociale et une politique de systèmes agroalimentaires locaux. Il faut s'arranger pour briser les tentatives de spéculation pour que la source soit pas trop loin de la consommation. Et puis, dernier conseil, écouter les directives de l'ONU et renforcer son pouvoir, ce qui va à l'encontre de certaines attitudes de certains dirigeants occidentaux qui, par exemple, interviennent en Syrie sans avoir de mandat de l'ONU. C'est une manière de dire l'ONU ça vaut rien. Alors, je dis ça. L'ONU, c'est actuellement le système international le plus fort qui existe, qui peut effectivement sauver les choses, parce que le pouvoir politique a le pouvoir de 183 États qui peuvent lutter contre les multinationales. Et donc j'ai pratiquement fini. Je voulais dire que parmi la beauté des systèmes agroalimentaires locaux, vous avez là une photographie prise aux Philippines d'un système mondial qui est vieux de 2000 ans et dans lequel vous avez des rizières en terrasse avec le village qui gère les rizières en question et qui gère l'alimentation en eau par accord entre les gens des différentes rizières. Donc là, vous avez un système qui fonctionne. L'auteur de cette photographie pourra vous répondre si vous en désirez. C'est aux Philippines et c'est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc, si vous avez l'occasion, faites un saut aux Philippines. Allez, et pour terminer, vous trouvez les données, là, les ouvrages de l'ONU. Et puis, dernier point que je voulais vous montrer, qui est toujours une situation de Jean Ziegler. Je vous ai montré que les famines ont souvent une origine humaine de choix politiques à un moment déterminé. Jean Ziegler nous annonce ceci, après nous avoir dit qu'il y a un enfant toutes les 5 secondes qui meurt de faim, c'est-à-dire qu'il y en a quelque chose comme, je ne sais plus si c'est 500 ou 5000 qui sont morts depuis le début de l'humanité, quand même, ça fait du monde. Jean Ziegler vous dit, un enfant qui meurt de faim, c'est un enfant assassiné. Bon, je vous remercie de votre attention. On a quelques minutes pour les questions, puisqu'il y avait un débat qui était prévu. Ceci dit, je reste dans le coin, donc on pourra toujours en débattre, enfin discuter si vous voulez, dans ces 2 jours. Est-ce qu'il y a des questions? C'était une remarque plutôt. Je sais pas si c'est un chef, c'est en pratique. Ouais. Moi, c'était une remarque surtout, je me dis, la responsabilité qu'on a chacun. Alors peut-être que je prêche à des convaincus, mais moi autour de moi c'est pas évident. Chaque choix de consommation est un choix politique. Donc si vraiment on prend tous conscience de ça, les supermarchés, il n'y aura plus personne, et donc du coup il n'y aura plus d'agroalimentaire, enfin voilà, et nos choix sont politiques. Et chaque fois qu'on se dit, oh j'ai bien le droit de faire une exception, d'acheter un truc pas cool, alors c'est sûr c'est un peu contraignant, mais on est un collectif. On est sur Terre avec la même Terre et on va crever ensemble. Hein, voilà. Bravo.
Je crains que la mort soit de toute façon quelque chose de... D'autres questions? Est-ce qu'en Europe, les gens meurent de faim, alors que nous sommes un pays industrialisé, enfin un État, pas l'Europe? Est-ce que dans l'Europe, il y a des gens qui meurent de faim? Eh bien, écoutez, je crois qu'il suffit que vous vous déplaciez dans une ville plus grande que Hollande, je prends par exemple Paris, hein, et vous verrez que vous croisez des gens qui sont, je ne dis pas qu'ils meurent de faim forcément, mais qui sont classés dans les affamés en termes d'insuffisance nutritionnelle chaque jour. Une chose, je suis bénévole dans une association et j'ai des jeunes qui ont faim. Voilà, des gens qui ont faim. Et nous sommes, c'est pas loin de nous. Donc je suis sensible à ça, de voir ce message passer. Donc c'est de là que viennent les 25 millions d'affamés qui étaient dans mon premier diagramme au début. Je signale un truc. En fait, je suis militant du MAN, Mouvement pour une alternative non violente. Ceci dit, mon exposé n'a rien à voir avec ce que je n'ai pas fait ça, envoyé par le MAN. Je suis militant du MAN à titre personnel. Voilà. Donc c'est pas un exposé du MAN que vous venez d'entendre, c'est un exposé que j'ai construit à partir de lecture et d'analyse le plus scientifique possible d'un grand nombre de documents. Je voulais parler d'une amie qui est institutrice au Haut-du-Liel. Et elle a beaucoup de familles au RSA, ou rien du tout, je ne sais pas. Et elle est dans une école où le lundi, les enfants se projettent à la cantine. Ils mangent d'ailleurs beaucoup trop vite parce qu'ils ont faim pendant le week-end. Voilà, ils n'ont pas assez à manger le week-end. C'est au Haut-du-Liel à Nancy. Voilà, on en est là. Alors, je crains qu'ils échappent à mes statistiques, parce qu'on peut pas dire qu'ils ont une faim permanente. Mais c'est quand même scandaleux. Ou des familles dans lesquelles on mange bien la première ou la deuxième semaine du mois. Et ah oui, aussi, oui. Plus que difficile, il n'y a plus rien à manger. Il y en a qui ont... Le jour où les petits fruits arrivent, ça va, quelques jours. Et après, c'est... Donc on est finalement plus soumis à la malnutrition. On est beaucoup de cas de malnutrition. Parce qu'on compense, beaucoup de temps on compense en mangeant trop sucré ou en mangeant trop gras, et ça vous donne de l'obésité ou du diabète. Hein. Voilà. D'autres questions? Et le Bon, il faut voir jusqu'à quel niveau disons, on peut donner finalement pouvoir à des structures qui ne sont pas faites pour ça, qui ne sont pas des éditions. Là aussi, la prédation, on la voit très bien quand c'est de la part de notre pays vers des pays pauvres de continents lointains. On la voit moins quand il s'agit d'éléments de notre société qui font de la prédation par rapport à d'autres éléments. Et puis, on cherche à dérouler tout ça par des traités internationaux qui déroulent. Si on regarde bien, on va voir. Regardez. Merci. Donc s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de m'avoir écouté. Ceux qui seraient intéressés par avoir un texte complet d'une vingtaine de pages que j'ai rédigé à propos de cette intervention, ce n'est pas simplement la copie de ce que j'ai dit là. Hein. Je peux inscrivez-vous peut-être au niveau des organisateurs de Relange, hein, et j'enverrai par mail. On peut aussi le mettre sur le site internet. On mettra les références sur Facebook ou sur le site internet. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs Facebook non plus. Il y a un site internet relangebio.fr, on mettra les...